Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous avez vu comme nous beaucoup d'avocats hier dans les rues de Paris. On n'a pas l'habitude de les voir battre le pavé, et accompagner d'ailleurs beaucoup de professionnels et de professions libérales, médecins, infirmiers, donc voilà, blouse blanche, pilotes, hôtesses, stewards. En gros, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils veulent conserver leur propre régime, leur réserve financière. Ils ne veulent pas de ce futur système à points. Est-ce que déjà, juste sur la forme, la démonstration de force pour vous, elle est réussie? Ah ben, je pense, oui, qu'elle est réussie. 20 000, en tout apparemment, cas, selon les oui, organisateurs, ont absolument. défilé à Paris. Oui, c'est réussi par rapport aux populations concernées. Les salariés, vous avez parlé des professions libérales, donc avocats, etc. Notaire. Mais il y avait aussi des salariés, notamment les salariés personnels navigants des compagnies aériennes, que ce soit pilotes ou hôtesses et stewards. Le syndicat FO, d'ailleurs, était dans la manifestation hier, parce que ceux-là disposent d'un régime complémentaire qui est propre à la profession. Et qui est bien géré. Ils disent on a fait des efforts. Exactement. Et donc là, pour le coup, sur le fond, vous comprenez encore une fois que ces professions qui ont des caisses autonomes, bénéficiaires, qui ont fait les efforts, ils estiment avoir fait les efforts requis, ont des caisses excédentaires, 2 milliards d'euros pour les avocats, j'ai les chiffres, 7 milliards pour les médecins libéraux. Au total, plus de 27 milliards d'euros pour toutes ces professions libérales. Ils souhaitent donc conserver leurs caisses et ne pas servir, c'est ce qu'on a entendu, ne pas servir à boucher les trous des autres régimes. On a compris que c'était notamment les régimes spéciaux. Vous comprenez ça ou pour vous c'est juste du corporatisme? Ah ouais, justement, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, parce qu'on parle de telle ou telle caisse autonome, de tel ou tel régime spécial ou particulier. Il faut bien comprendre que le projet... C'est pas un régime spécial ce qu'ils ont, hein. Non, ce sont des caisses autonomes. Voilà. Mais on parle donc beaucoup en ce moment, vendredi dernier c'était la RATP, c'est ce qu'on appellerait un régime spécial ou de dispositions spécifiques ou de parce que financé par l'État, parce que les trous sont bouchés par l'État. Et là, ils nous disent, nous, on a des caisses qui sont excédentaires. Vous comprenez ça? Qui veulent défendre leurs cassettes, et ils ont fait des efforts. Ah bah, il y a un problème de contrat. Ceux qui ont contracté et qui ont géré jusqu'à maintenant de manière autonome telle ou telle caisse, en l'occurrence de retraite, bah oui, ça se comprend. Tout d'un coup, l'État leur dit hop, on met la main dessus et on intègre ça dans un régime général. Donc FO soutient les professions libérales dans ce combat-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on nous parle des caisses des professions libérales, des régimes spéciaux, on agite la face émergée de l'iceberg. Ce qui va être supprimé, et y compris par rapport à la question que vous me posez sur la façon de gérer ces caisses autonomes, c'est le régime général des salariés, avec son régime complémentaire, Agirc Arrco, et le code des pensions des fonctionnaires. Ces deux régimes, le régime général des salariés et le code des pensions des fonctionnaires, couvrent plus de 80% de la population active. Ce qui disparaît, c'est ces régimes-là avec leur mode de calcul. D'abord, les 25 meilleures années, il faudra acheter des points tout au long de la carrière, y compris lorsque vous aurez du mal à trouver du boulot, du travail à temps plein, vous serez contraint à C'est ça qui vous pose problème, le fait qu'on passe d'un mode de calcul dans le privé c'est le mode de calcul 25 dernières années. Exactement, parce que vous passez d'une prestation définie, un système de retraite à prestation définie. Vous savez, lorsque vous avez 45, 50, 55 ans, à peu près ce que sera votre retraite, puisque c'est calculé sur vos 25 meilleures années, sauf accident, perte d'emploi à 55 ans, on y reviendra éventuellement, vous savez ce que sera votre retraite. Demain, il vous faudra avoir constitué un capital de points tout au long de la vie active, donc y compris dans les périodes les plus difficiles, petit salaire, temps partiel subi, perte d'emploi, etc. Et le moment venu, vous aurez votre capital de points, vous aurez les 62 ans, âge légal. Et on aura moins? On aura moins de pension? Non, vous ne saurez pas ce que sera la valeur de service du point. Quand vous convertirez votre capital de points, votre pension dépendra de ce que sera la valeur de service du point, ce qu'on appelle... La valeur de calcul, transformation des points en euros. Voilà. Et ça, on le saura au moment du coup près, au moment où on prendra sa retraite. Pourquoi? Parce que ça sera entre les mains de l'État. Et que, comme le dit précisément le rapport du haut-commissaire, chaque année, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, proposera les lois de finances qui seront adoptées par le Parlement et qui fixeront le cadre du pilotage du système. De sorte que le système soit équilibré. De sorte que le système soit équilibré. Qu'est-ce qu'on appelle l'équilibre du système? Chaque année, zéro déficit. Oui, ou de l'économie, moins de déficit. Je rappelle qu'on a 140 milliards d'euros chaque année. C'est M. Darmanin qui l'évalue, fourchette basse, d'après ce que j'ai compris même,
140 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. Pourquoi faites le lien entre ce que Pourquoi? je vois venir, les retraites, c'est 300 et quelques milliards d'euros. Parce que quand on dit à l'équilibre, déficit zéro, qu'est-ce qu'on équilibre? C'est par rapport à la dépense publique. On ne cesse de parler de dépenses publiques. Mais pourquoi vous allez rogner sur les aides aux entreprises? On peut rogner aussi ailleurs. Hein. Pourquoi vous prenez spécifiquement les aides aux entreprises? Je ne veux pas rogner sur les aides aux entreprises. Je dis, est-ce qu'on a évalué l'efficacité de ces aides en termes d'emploi? Parce que ce qu'on oublie de dire, ce n'est pas le système aujourd'hui qui est défaillant, c'est l'entrée dans le système. Pourquoi vous n'avez qu'une petite retraite quand vous arrivez au moment aujourd'hui de la retraite? Parce que, et c'est plus souvent les femmes qui sont pénalisées, parce que vous êtes rentré plus tard dans la vie active, parce que vous avez eu des périodes d'interruption, parce que vous avez subi du temps partiel. Le commissaire, il dit, oui, mais justement, cette réforme des retraites, elle est pour les femmes qui, pour le coup, toucheront plus que ce qu'elles pourraient toucher aujourd'hui parce qu'elles ont des cahiers rachés, parce qu'elles seront des enfants, etc., etc. Toucheront plus. D'abord, je veux voir combien et comment. Et deux, au prix de quoi? De la nécessité pour tout le monde de travailler plus longtemps ou d'avoir une plus faible pension. C'est comme ça qu'on veut nous faire faire l'équilibre. On veut nous faire faire l'équilibre sur les retraites sans dépenser plus sur les retraites, mais on ne regarde pas tous les paramètres. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder tous les paramètres, notamment celui de l'emploi. Et celui de l'emploi, est-ce qu'on évalue les aides publiques aux entreprises en termes d'efficacité sur l'emploi? Sont-elles efficaces? Aujourd'hui, un salarié sur deux, au moment de liquider sa retraite, n'est plus en activité. Donc ça pose un vrai problème. On nous dit qu'il faut travailler plus longtemps. Comme des seniors qui ne sont pas conservés en entreprise. Ça, c'est un vrai sujet. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit, Jean-Paul Delevoye, là-dessus, au Premier ministre, quand vous le voyez? Tout d'un coup, on nous dit, ah oui, c'est un vrai problème. Les employeurs peut-être qu'on donne les tarifs. Vous avez les chiffres en tête. Il faut expliquer qu'au-delà de 55 ans, on a le taux d'emploi qui est calculé par tranche d'âge. Et après 55 ans, en France, on a un taux d'emploi. Le nombre de personnes qui ont plus de 55 ans en âge, qui peuvent travailler par rapport à l'ensemble, qui ne fait que baisser et qui est beaucoup plus bas que tout ce qu'on voit ailleurs chez nos voisins européens. C'est une spécificité française, c'est un problème français réglé, parce qu'effectivement, se dire il faut travailler 2 ans de plus, à supposer, ça c'est un truc que vous ne voulez pas entendre, mais à supposer que ce soit voté, derrière, il faut bien que la personne reste en entreprise. Bien sûr. Non, mais le fond, il est là. Oui, mais c'est là que le Premier ministre, d'ailleurs, a fait une intervention publique sur les chaînes de télévision pour annoncer les décisions du gouvernement, en indiquant par exemple qu'aujourd'hui en France, les Français ont d'ailleurs compris qu'il faudrait travailler plus longtemps, puisque aujourd'hui en moyenne, ils partent à 63,5 ans, ce qui est vrai. Nous dit-il. Non, c'est faux. Départ effectif. Ils liquident leur retraite à 63,5 ans. Mais en réalité, 1 sur 2 à 62 ans, quand il arrive au moment où il peut liquider sa retraite, n'est plus en activité. Il liquide sa retraite parce qu'il a atteint l'âge du taux plein, donc on l'oblige à liquider sa retraite parce que l'assurance chômage lui dit on ne vous indemnise plus puisque vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite. La pension d'invalidité, on ne vous la donne plus. Il liquide sa pension, mais il ne travaille plus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Et donc il n'a pas les c'est ça la complets. difficulté. Donc on nous dit travailler plus longtemps. Et vous l'avez dit ça au commissaire. Mais nous, on voudrait travailler depuis l'entrée dans la vie active avec un vrai contrat de travail, un vrai salaire jusqu'au moment Donc de vous dites qu'il ne faut pas s'exciter à repousser, travailler plus, repousser l'âge légal, qui est plus de durée de trimestre de cotisation. Vous dites, vous, déjà, regardons la loi aujourd'hui, 62 ans, et travaillons, permettons à nos seniors de réellement travailler jusqu'à cette date-là. Commençons par assurer un vrai travail. Mais vous l'avez dit à l'exécutif, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Mais bien sûr qu'on leur dit. Et alors ils disent quoi? Ils nous disent, les employeurs eux-mêmes qui plaident aujourd'hui pour les 64 ans, nous disent, et du coup, il faut qu'on soit responsable, il faudra qu'on assure un travail dans les meilleures conditions à nos seniors. Eh bien moi je leur dis, commençons par là. Commençons par assurer un vrai travail, un vrai salaire, de l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de la retraite, et on regardera à ce moment-là ce que sera l'équilibre financier du régime de retraite. Et il se posera dans des termes différents de ceux dans lesquels il se pose aujourd'hui, parce qu'on aura de meilleures recettes. Et on pourra discuter à ce moment-là sur quels paramètres on joue en termes d'équilibre. Est-ce qu'on joue sur le fait qu'on améliore la recette? Alors, vous parliez des régimes autonomes, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Oui. Aujourd'hui, il y a… Oui, pardon, ça part un peu dans tous les sens, mais il y a comme une structure dans ce qu'on raconte. Il y a comme une logique. Oui, vous parliez des caisses autonomes, des professions libérales qui sont excédentaires, etc. FO soutient les professions libérales dans leur combat. Je soutiens celles et ceux qui défendent le système de retraite actuel parce que, comme l'a dit le Premier ministre, je le répète, il l'a dit textuellement, vous pouvez vérifier dans son discours de politique générale au Parlement au mois d'avril dernier, nous avons en France 42 régimes qui assurent globalement une bonne retraite aux Français, et il a même ajouté récemment qui nous est envié un peu partout dans le monde. Bon, que je comprenne bien, je n'ai pas de raison problème à Force Ouvrière. On supprime ce qui marche bien. Qu'est-ce qui pose problème à Force Ouvrière? C'est le fait de vouloir faire des économies, être à l'équilibre avec ce nouveau système en 2025, c'est le fait de passer à ce nouveau système où
on est à enveloppe équivalente, mais on manque de lisibilité sur la retraite future qu'on touchera, parce que vous dites finalement, la pension ne va pas être réduite, mais on sort au dernier moment à quelque chose qu'on sera mangé au moment de convertir des points en euros. Ce qui me pose problème. Qu'est-ce qui pose problème? Oui, c'est tout ça, mon général. Ce qui me pose problème, c'est qu'on passe d'un système où on connaît a priori ce que sera votre retraite, sur la base des 25 meilleures années, à un système où tout dépendra de paramètres qui seront fixés au fil du temps par le gouvernement avec le Parlement, point. C'est l'État qui aura toutes les clés du système en main. Et les partenaires sociaux n'auront qu'à regarder les trains passer. Alors, aujourd'hui, on a un régime complémentaire qui s'appelle Agir Carco, qui est géré par la négociation collective entre les syndicats et les employeurs. Avec un système à points d'ailleurs. On a un système à points, mais c'est un régime complémentaire, c'est-à-dire qui vient compléter la retraite de base. Pourquoi est-ce qu'il ne pose pas sur un problème pour un régime complémentaire, l'est pour le régime général, vu que c'est le même système? Parce que, ce que je vous dis, encore une fois, aujourd'hui, les syndicats négocient avec les employeurs. On vient de signer un accord. Et là, ce sera l'État qui aura le dernier mot. L'État seul aura le mot à son dire. Enfin, seul l'État réglera les paramètres du système demain. Et pourquoi vous imaginez le pire? Parce que je vous vois venir, derrière, l'idée c'est que c'est l'État, donc c'est l'État qui fait des économies, et ben il rabotera, il baissera la valeur du point pour que… Parce que socialement, ce ne sera pas acceptable. Le même Premier ministre nous dit dans cette même déclaration de politique générale, nous n'en avons pas fini avec le chômage de masse et la précarité. Le problème que j'ai, c'est que les gouvernements, ces 10, 15, 20, 30 dernières années, ont baissé les bras devant la loi d'airain de l'économie. On a le sentiment que les gouvernements pensent qu'ils ne sont plus en capacité d'agir sur les paramètres de l'économie et leur seule variable est celle d'ajuster les systèmes de protection sociale aux contraintes de l'économie. C'est pour ça qu'on ne parle plus qu'en termes de rigueur, d'austérité, de déficit, de réduction de la dépense. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez vu qu'il n'y a plus d'efforts qui sont faits aujourd'hui sur la réduction du déficit. Et puis la France en sort mieux aujourd'hui en termes de croissance, quand on regarde par rapport aux autres pays européens. L'Allemagne est en récession, nous on a 1,3, 1,4% de croissance, on fait mieux. Le politique, ça peut agir sur l'économie. Pourquoi on s'en sort mieux? Parce que nous avons une économie qui est moins dépendante des exportations. On ne lui fait pas. Qui est plus attachée, qui est plus réactive à la demande intérieure. Et il se trouve qu'en France, eh bien, le taux de pauvreté chez les retraités, c'est le plus faible en Europe et de loin. Le système à points en Suède, il y a un reportage récemment qui a été fait sur une chaîne de télévision. C'est une catastrophe, le système de retraite à points en Suède? Ben oui, parce que le taux de pauvreté est nettement plus élevé chez les retraités en Suède. Et vous y verrez dans ce reportage que des retraités jusqu'à 76 ans, je vous invite à consulter mon compte Twitter, puisque je l'ai relayé. Allez sur le compte Twitter @YVerrier, voilà. Et vous trouverez ce reportage. Et encore une fois, l'économie française, tiens, parce que pareil, les 314 milliards d'euros de prestations de retraite, ça ne part pas dans un bas de laine. Les retraités consomment, c'est réinvesti dans l'économie, ça crée de l'emploi, par exemple les services à la personne. Il y a des enjeux majeurs en la matière. FO essaye de pousser à ce qu'on reconsidère, revalorise tous ces métiers. Ça repart dans le tourisme, ça repart dans les transports, ça repart dans la consommation courante. Certes, vous faites pas donc il n'y a pas un procès que vous faites au gouvernement dans l'idée de dire il va baisser les pensions de retraite. C'est pas ça votre idée, c'est qu'aujourd'hui on va perdre en lisibilité. On va perdre en lisibilité et malheureusement on est habitué à ce que les gouvernements gouvernent en fonction des contraintes, de ce qu'ils estiment être des contraintes indépassables de l'économie, ce qui nous vaut le dogme de la réduction des déficits publics, de la dépense publique. On est un peu en train de s'asseoir dessus quand même. La dépense publique va augmenter de 25 milliards d'euros l'année prochaine. On n'est pas en rigueur, on ne peut pas dire ça. Non, je ne dis pas cela. Ah, il y a mot rigueur, j'ai entendu le mot rigueur il y a 2 minutes. Depuis des années, c'est ce dont on entend parler. Les gouvernements aujourd'hui, et je comprends que ce n'est pas un seul problème national, on ne peut pas résoudre ce problème-là au seul échelon national. Il y a un enjeu majeur avec le climat et l'environnement. Pourquoi n'est-on pas capable de lancer des plans d'investissement massifs comme on l'a fait par le passé dans certains secteurs industriels, qui soient créateurs d'activités, créateurs d'emplois et qui répondent justement aux enjeux du climat et de l'environnement. Il y a des champs majeurs. Il faut que les États, les gouvernements gouvernent pour l'homme et les femmes sur la planète et non pas en fonction de ce que l'économie semble leur imposer. Donc si FO est vent debout sur cette réforme des retraites à points, ce n'est pas parce que vous avez peur que les retraites baissent, que les pensions baissent, parce que pour vous, il y a un problème de lisibilité, que finalement l'État aura le dernier mot et fera ce qu'il voudra
s'il veut faire des économies ou pas, en baissant les pensions. C'est ça, en fait, que je comprenne. Exactement. Votre... Et demain, il y a fort à parier que finalement, les pensions... ça, non? Non, parce que c'est ce qu'on a observé récemment. Quand est-ce que le gouvernement a réduit le pouvoir d'achat des salariés? Quand on a mis en place la CSG, quand récemment on a sous-valorisé... Le président a reculé là-dessus. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il s'est heurté à la contestation et à la difficulté des populations concernées par le régime de rigueur qu'on voulait leur faire subir. Donc, c'est toujours des rapports de force. Je vais vous dire une chose. Hein. Nous, on va se battre sur ce dossier-là parce qu'on a la conviction que vous allez vous battre pour que le gouvernement recule. Oui, on va se battre et si on peut l'en empêcher, on l'en empêchera. Jusqu'à présent, il a déroulé son programme. Que Force ouvrière, mon syndicat, sera toujours là, partout où les intérêts des salariés seront en cause. Et on sera là demain, quelle que sera la situation. Notre objectif, il est quand même qu'on préserve, et je le redis, notre système de retraite, ça n'est pas moi simplement qui l'ai dit, même le Premier ministre le reconnaît, mérite, et là c'est moi qui le dis, non seulement d'être défendu, mais d'être amélioré. Ouais. D'autant qu'il y a un vrai débat autour du financement du système des retraites. C'est vrai que, même pour nous qui suivons le dossier, c'est le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui sort des rapports régulièrement. Et c'est vrai qu'il s'est largement contredit sur quelques années. Et c'est vrai que pour le coup, on voit le Premier ministre, il a demandé au COR un nouveau diagnostic financier pour connaître l'état du déficit du système. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à supposer que le COR ne change pas d'avis sur ses estimations, entre 0,3 et 0,6 points de PIB, pardon, point de PIB, mais c'est moins de 10 milliards d'euros. On se dit, mais pourquoi est-ce que le gouvernement s'excite, c'est 2025, ça va s'accélérer après, à vouloir remettre à flot, à l'équilibre, un système qu'il est quasiment déjà? Je pense que vous venez un peu d'en parler précédemment. Il y a une conjoncture économique mondiale qui n'est pas très lisible, qui n'est pas très favorable en ce moment. Donc je pense que le gouvernement anticipe des conditions plus compliquées en termes d'économie et donc de gestion budgétaire, et que 314 milliards d'euros entre ses mains, les prestations de retraite, eh bien c'est un bon instrument de gestion de la politique budgétaire. C'est pour ça que je vous dis que ma crainte, elle est quand même que ça n'aille pas dans le sens de l'amélioration des droits à la retraite, mais plutôt dans le sens de l'économie et de la réduction des droits à la retraite, que ce soit par le niveau des pensions ou le recul de l'âge auquel vous pourrez effectivement profiter d'une retraite. Je voudrais quand même revenir sur un point. L'Agirc-Arrco, c'est 18 millions, le régime complémentaire des retraites, géré par la négociation entre syndicats et employeurs. C'est 18 millions de cotisants, c'est 13 millions de pensions complémentaires. Ça représente en moyenne 40% de la pension par rapport à l'ensemble de la pension. Ça marche bien? Ça marche bien. On vient de signer un accord qui garantit un équilibre financier à horizon de 15 ans, qui garantit le pouvoir d'achat des pensions complémentaires sur les 4 années à venir et qui garantit une réserve aujourd'hui qui est de l'ordre d'une année de prestation, c'est-à-dire 70 à 80 milliards d'euros. C'est QFD. Pourquoi veut-on évincer la négociation collective, la gestion de la complémentaire du système de retraite? Parce que c'est ça système aussi de retraite qui est par au centre points avec du projet les du partenaires sociaux qui négocient entre eux, qui décident, ça vous convient? En fait, ce qui ne vous convient pas, c'est d'être éjecté depuis avoir le oui, mais à partir du moment où vous faites un régime unique, c'est-à-dire, vous en parliez tout à l'heure, des professions libérales, les syndicats de salariés n'ont pas vocation à être responsables et porteurs de l'intérêt général. Ça relève dans une république et d'une démocratie de l'État, du gouvernement, du Parlement. Donc demain, puisqu'on aura un régime unique, eh bien ce sera forcément l'État. Et c'est explicite, reprenez les termes du rapport de M. Delevoye, demain, le gouvernement proposera les lois de finances qui seront adoptées par le Parlement, qui fixera le cadre financier du système, et le gouvernement s'est même dit et ajouté et précisé dans le rapport, sera toujours libre à tout moment de prendre les mesures en termes de réforme du système qu'il estimera nécessaires. Donc non seulement on nous dit que c'est l'État qui gérera et gérera seul, mais qui plus est, c'est même pas stable puisqu'on nous dit qu'il aura toujours la liberté, et c'est normal en démocratie, en République, de modifier, comme il l'estimera nécessaire, le système lui-même. Yves Verrier, il ne nous reste même pas 15 secondes. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous réussirez à faire plier le gouvernement qui, jusqu'à présent, a toujours réussi, bon an, mal an, à dérouler son programme? J'ai porté au nom de FO systématiquement, sans relâche, précisément, tous les termes de ce débat, toutes les analyses que nous faisons. Je n'ai pas été contredit. Je vois que le gouvernement, qui devait nous proposer un projet de loi cet été, redonne du temps, se redonne du temps. Donc j'ai tendance à penser
que notre parole porte, fait que le gouvernement s'aperçoit que ça ne passe pas aussi facilement qu'il ne le espérait ou ne le croyait. Du temps, mais il veut boucler ça avant l'été 2018, 2020. Je vais continuer d'expliquer, expliquer sans relâche pour faire en sorte de convaincre le plus grand nombre de salariés que ça mérite vraiment, notre système de retraite mérite vraiment d'être défendu. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Yves Verrier, donc, secrétaire général de Force ouvrière, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.